Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc pour un JT un peu spécial. En cette veille de Noël, nous vous proposons de découvrir les coulisses de notre chaîne. Mais avant de pousser les portes de nos studios, voici les titres de ce jeudi 24 décembre 2020. Début de JT gourmand, Jean-Paul Crespi nous emmène à la rencontre d'un agriculteur chocolatier. Serge Ngassa a créé un véritable pont gourmand entre le Cameroun et la Haute-Savoie avec Cocoa Valley. Et puis un peu de sport pour éliminer les excès. Portrait ce soir de l'ex-athlète Léa Lemar. Championne de saut à ski, elle a dû renoncer à sa carrière suite à la détection d'une maladie. Avant de développer ces titres, je vous propose donc d'entrer dans notre rédaction, là où nous préparons notamment ces JT. Et il y a déjà Manon, notre secrétaire de rédaction, qui n'est pas seulement la photocopieuse, mais qui coordonne toutes nos émissions et surveille notamment nos réseaux sociaux. Nous entrons donc dans la rédaction où nous attend Fanette de Visson. Bonjour Fanette. Bonjour Victoria. Alors c'est ici que tout se passe, nos journées bien remplies et justement il n'y a pas de journée type ici à la rédaction. Non, effectivement, déjà normalement, on n'est pas aussi bien habillés, les garçons ont sorti, le costume, les paillettes et cetera, pour l'occasion. Non, effectivement, parce qu'en fonction des tournages, des émissions, de l'actualité, les journalistes sont, sur le terrain le matin, l'après-midi, ça dépend. Et là, en montage, c'est le cas là en ce moment de Sébastien et Manu. Quel bilan fais-tu de cette année qui a été compliquée pour tout le monde, y compris nous journalistes et nos techniciens également? De cette formidable année 2020, une année très chargée, en actualité, alors que quand il y a eu le confinement et cetera, on pensait un peu que ça allait être, beaucoup à l'arrêt et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités qui bougeaient vite. On n'a quasiment jamais arrêté, à la rédaction. On n'a jamais arrêté, on a fait un peu de télétravail. On a mis 2-3 semaines un petit peu à trouver nos marques, à retourner sur le terrain, au mois de mars. Mais depuis, ça n'arrête pas. Il y a eu les municipales. On a beaucoup bougé cet été aussi, avec beaucoup de plateaux en extérieur. Donc, ça a beaucoup mobilisé notre service de production. Donc, une année bien remplie. Et donc on va prendre quelques congés bien mérités en cette fin d'année. Voilà, exceptionnellement. D'habitude, on fait un petit peu des petits groupes, mais ça reste quand même des semaines un petit peu chargées. Donc là, on se permet de vous quitter une petite semaine. On propose notre dernier JT, donc là, celui-ci, Victoria. Et on vous retrouve en pleine forme le 4 janvier. Si tu avais un seul souhait pour 2021, quel serait-il? Je dirais de la sérénité, parce qu'il y a eu beaucoup de divisions, de polémiques. En tout cas, je trouve personnellement, cette année, 2020, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Donc si tout le monde pouvait retrouver un petit peu de bienveillance et de sérénité, ça ferait beaucoup de bien. Effectivement, on l'espère. Merci beaucoup, Fanette. On va faire un petit tour avec vous, puisque nos journalistes garçons sont là aussi. Salut Manu. Si tu avais un message à adresser en cette fin d'année à nos téléspectateurs, quel serait-il? Eh ben, on va pas souhaiter la même que 2020, mais du coup, on va souhaiter mieux, hein. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Bon courage pour 2021. Merci Manu, bon courage à toi. Et puis il y a de ce côté Sébastien Germain que vous retrouvez aussi dans nos émissions et nos JT. Seb, quel est ton message pour 2021? Ouais, je ne vais pas être très original, hein. Je vais tout simplement souhaiter à nos téléspectateurs d'être heureux, plus heureux qu'en 2020. Je ne pense pas que ça devrait être très compliqué. Soyez tout simplement heureux. Merci beaucoup Seb. On va continuer ce JT avec une note gourmande, avec un sujet de Jean-Paul Crespi qui est allé à la rencontre d'un agriculteur chocolatier d'exception. Reportage. Son chocolat est aujourd'hui plébiscité par les plus grands noms de la gastronomie comme Franck Belton ou Thierry Court. Une récompense, l'aboutissement d'un long engagement militant dans son pays, le Cameroun. Dans son atelier au Savoyard, le maître artisan chocolatier travaille des fèves de cacao aux saveurs exceptionnelles. Des fèves longuement maturées, séchées au soleil, des fèves qu'il torréfie pour ensuite en extraire toutes leurs saveurs tout en conservant leurs bienfaits. En amont de cette transformation minutieuse, une plantation agricole. En 2012, il décide de donner à une exploitation familiale un nouvel essor. Au fil des années, la ferme s'agrandit et la production s'ennoblit pour devenir progressivement éthique et responsable, respectueuse des traditions et de la nature. En 2016, les premières récoltes sont fructueuses. Il décide alors de transformer ses fèves et se forme à la torréfaction en Italie. Le 8 décembre 2018, il ouvre son atelier de fabrication de chocolat à Villaz.
Là, on est vraiment à la croisée de chemin et c'est en ce moment-ci qu'on va commencer. Là, on a la fève en bouche, on n'aura pas tout de suite le chocolat, on aura des notes d'astringence, des acidités, des différents. Tout est mélangé, tout est dans tous les sens. Maintenant, on va prendre la fève, on va travailler la torréfaction à côté. Et puis, lorsqu'on a fini la torréfaction, on va commencer à avoir des notes de chocolat, des arômes précurseurs qui vont s'exprimer un petit peu. Et ensuite, on va broyer la fève. Après, à partir du conchage, à partir du broyage de la fève, on va commencer à développer le côté vraiment chocolaté de la matière. On fait la fermentation nous-mêmes, la fermentation acétique, la fermentation lactique. Toutes ces étapes vont contribuer à fabriquer un chocolat d'exception. Toutes ces étapes vont permettre à faire une fève d'exception. Et cette fève d'exception, quand le marché refuse de vous accueillir avec la qualité de ce que vous pouvez proposer, alors vous retroussez les manches, vous développez quelque chose qui va permettre justement au marché de reconnaître par eux-mêmes la valeur de ce que vous avez dans les mains. Et aujourd'hui, c'est ça Cocoa Valley. C'est ça aussi Cocoa Valley. Pourquoi? Parce que les chefs aujourd'hui, les chefs qui travaillent nos produits, on parle des étoilés, on parle de beaucoup d'étoilés qui aujourd'hui fait la marque Cocoa Valley. C'est eux qui en parlent le mieux. Moi, je suis devant vous, je suis juste un artisan du goût. Rien ne le prédestinait au métier d'artisan chocolatier. Après des études logistiques à l'université de Yaoundé, il travaille pour Médecins sans frontières et s'active à enrayer l'épidémie de choléra qui anéantissait à cette époque son pays. À ses côtés, Karine, infirmière, qui deviendra son épouse et partenaire indispensable de l'aventure. Le savoir-faire, il est sur la matière première, la maîtrise de la matière première, le travail de la fermentation, le travail. Si une fève elle est bien fermentée, si vous avez un travail de qualité sur la plantation, vous avez un produit esquis à la fin. Et la torréfaction va venir sublimer toutes ces étapes de fermentation que vous avez développées sur la plantation. Et ensuite, tous les maillons de la chaîne sont essentiels pour avoir un produit d'exception. En tant qu'agriculteur, il faut qu'on vive de notre travail. Et puis derrière, à un moment donné, on est capable de le faire. On peut le faire. Maintenant, il faut juste comprendre. C'est compliqué, c'est dur, c'est pas facile. Mais faire du chocolat a permis surtout à Ngassam Farm de survivre. A permis à ne pas licencier, a permis à ne pas arrêter toute une aventure dont vous avez 23 personnes qui en dépendent à 100%, dont près de 158 personnes qui vont aider chaque année aujourd'hui à récolter. On a voulu faire un pont entre le nord et le sud. Pourquoi? Parce qu'il est hyper important de savoir aussi que ce qu'on peut faire au Cameroun peut aussi permettre de faire travailler les gens de ce côté et inversement aussi. Et ce qui permet de créer vraiment une vraie dimension de partage. Et là, c'est l'humanité qui va revenir prendre le dessus sur le côté des hommes, de qui on est, de pourquoi on va le faire. Et c'est ça qui va venir apporter le petit grain qu'il faut à Cocoa Valley et à Ngassam Farm. C'est les humains qui est autour, parce que moi, c'est ça que moi je veux voir à côté de ça. Aujourd'hui, les chocolats de Cocoa Valley valorisent à son juste prix le travail effectué au Cameroun. Un travail fermier éthique, refusant l'emploi des pesticides et des fertilisants chimiques pour élaborer en Haute-Savoie un chocolat de très haute qualité. 8 ans après le début de leur aventure commune, les cacaoyers sont à maturité et la ferme vient de réaliser sa 3e récolte. Elle a engrangé cette année plus de 80 tonnes de fèves de cacao. Je suis à présent au rez-de-chaussée où je vais vous emmener tout bientôt en régie. Mais avant ça, on reste en terre gourmande. On le sait, nos restaurateurs ont bien souffert cette année. Et pour faire face, nombre d'entre eux ont dû se réinventer. C'est ce qu'a fait notamment Vincent Favre-Félix. Lui qui avait ouvert son établissement peu avant le premier confinement, propose désormais des plats à emporter. Il a aussi créé un véritable réseau d'entraide entre producteurs et chefs restaurateurs. C'est un reportage d'Aude Frappin. Vincent Favre-Félix est un homme de défi. Et pour cette année 2020, on peut dire qu'il a été servi avec une crise sanitaire et surtout 2 fermetures administratives de son restaurant, ouvert il y a seulement 1 an et demi. Des fermetures évidemment dues aux 2 confinements. Mais fort heureusement, le chef restaurateur a su rebondir
en proposant à sa clientèle des plats à emporter. Il faut rester imaginatif et inventif. Alors après, moi j'ai la chance, peut-être par rapport à la taille de ma structure aussi, qui me permet de continuer d'emporter. Mais toutes les semaines, c'est vrai qu'il faut retrouver des... Et on fait des menus, on fait des brunchs, on fait une carte, là on fait des produits pour les fêtes, des bons cadeaux, enfin différentes choses. Toutes les semaines, il faut essayer de se réinventer et de retrouver de nouvelles choses pour faire encore mieux que la semaine précédente et avancer comme ça jour après jour. Alors que toute la filière de la restauration est impactée, le chef originaire du Grand Bornand a décidé de soutenir l'ensemble des producteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. Au restaurant, déjà on utilise leurs produits pour nos menus, pour nos cartes, et puis après on met en avant aussi leurs produits dans le restaurant qu'on a transformé un petit peu en espace boutique, on peut dire. Comme ça, quand les clients viennent chercher leur menu, ils peuvent toujours compléter avec un chocolat, avec des escargots, du miel, différentes choses pour essayer de s'entraider tous les uns les autres. Et au fil des semaines, force est de constater que la chaîne de solidarité et d'entraide initiée par Vincent Favre-Félix fonctionne à plein régime entre les producteurs et les chefs restaurateurs. On essaie de jouer aussi ce levier de la solidarité à notre niveau, simplement parce qu'on vient d'ouvrir une boutique de vente en ligne et on propose par exemple de faire du click and collect chez nos partenaires restaurateurs. Il faut vraiment donner un coup de main à nos producteurs et à la filière qui est derrière nous, qui est très importante, et nos éleveurs qui sont les plus impactés parce qu'eux, ils ont beaucoup moins d'aide que nous. Donc c'est surtout à nos producteurs qu'il faut penser et à la filière qui est en amont de nous. Nous, on est la fin de la chaîne, mais il y a le début de la chaîne qui subit énormément. Pour ces professionnels, cette période de fête de fin d'année sera forcément particulière. En attendant des jours meilleurs, ils continuent de se serrer les coudes et espèrent tous une issue favorable en janvier prochain. Nous poursuivons la visite de nos locaux avec une pièce ô combien importante ici, la régie. Et nous vous parlons souvent de Damien Rémy, l'homme derrière la caméra. Eh bien, il est là. Salut Damien. Bonjour Victoria. Alors Damien, tu es le réalisateur de nos JT, de nombreuses émissions aussi. Le rôle de réalisateur, concrètement, en quoi il consiste ? Alors, il consiste à faire sur la forme une émission propre, à respecter un conducteur, à choisir les bonnes caméras, les bonnes sources, à avoir un œil un peu partout, sur le son, l'édition, etc. Donc tu n'es pas tout seul ici en régie. Pendant un JT, par exemple, qui est-ce qui t'accompagne ? Quels sont les différents postes ? Alors, on est 3 ou 4. Donc, il y a la personne au son qui gère le son, les différents micros, les différentes sources que l'on a. On a la personne à l'édition qui est chargée du conducteur, de le faire respecter, de vérifier tous les sujets et d'envoyer les sujets au bon moment. La personne au prompteur qui est chargée avec le journaliste de lui faire dérouler son texte à la bonne vitesse. Et on a une personne au synthé pour éventuellement s'il y a des synthés, de l'habillage à passer. Donc on a une petite équipe quand même derrière. Et toi, tu pianotes sur ce clavier qu'on voit devant toi. Exactement, là on a les différentes sources, on a nos 4 caméras, nos playbox, nos différentes sources, de l'habillage et des synthés. Donc voilà, c'est là qu'on fait tous les soirs notre réalisation. Sans toi, ce JT ne serait pas possible. Il ne serait pas pareil, mais il serait possible. Merci beaucoup Damien. Peut-être un petit mot pour nos téléspectateurs pour 2021 ? Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Une très bonne année bien sûr, meilleure que celle de 2020. Et puis voilà quoi, on se retrouvera en 2021 de toute façon. Merci beaucoup Damien, merci de nous avoir montré les coulisses. On va poursuivre ce JT avec d'abord une information. 30 places supplémentaires pour l'hébergement hivernal d'urgence ont été ouvertes à Novelle à Annecy. Il existait déjà 70 places pour les familles sans domicile dans le quartier des Trois-Fontaines, 10 places également à Annecy-le-Vieux pour des personnes seules avec chiens. La direction départementale de la cohésion sociale avec la ville et les associations propose donc depuis ce lundi 30 places de plus en salle paroissiale de l'église de Novelle, une information qui peut être importante en cette fin d'année. Et puis on ouvre une page sportive à présent avec le 3e épisode de notre série de la semaine consacrée aux jeunes sportifs passionnés des sports de glisse. Ce soir, Aude Frappin nous emmène à la rencontre de Léa Lemar, championne de saut à ski qui a dû mettre fin à sa carrière à cause d'une maladie. On regarde. C'est des coupes de championnat de France, de FIS, de Coupe du Monde, des choses comme ça. Avec 2 participations aux JO de Sochi et Pyeongchang, Léa Lemar, 24 ans, était promise à une belle carrière dans le saut à ski. Il y a un peu plus d'1 an, la jeune athlète n'avait qu'une chose en tête,
être prête pour Pékin 2022. J'étais vraiment motivée. J'avais fait 2 JO, dont ceux de 2018 qui ne s'étaient pas très bien passés parce que j'avais eu une mauvaise préparation mentale, on va dire. Je ne m'étais pas mis dans le bon mood. Et je me suis dit que je repartais pour 4 ans et que cette fois-ci, j'avais appris vraiment de toutes mes erreurs. Enfin, mon objectif, comme tout sportif, je pense, c'était de gagner les Jeux, quoi. Donc avant d'arrêter, j'étais très motivée. Mais en février 2019, elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune, de la thyroïde. Cela la contraint à arrêter ses entraînements pendant un temps. J'ai dû prendre un traitement, donc c'est des hormones, et j'ai pris 15 kilos. Et on m'avait prédit 2 mois de réglage, entre guillemets, du traitement. Et ça s'est jamais réglé. Donc à partir de là, j'ai fait de la réathlétisation à Albertville, au CNE, pour pouvoir perdre du poids et être en forme physiquement pour l'hiver. Et c'est avéré que j'ai jamais pu remonter sur les skis, parce que j'ai jamais perdu 15 kilos, parce que mon traitement n'est toujours pas vraiment réglé. Ça va faire bientôt 2 ans. Finalement, elle annonce en début de ce mois de décembre la fin de sa carrière. J'ai eu du mal à le dire et j'ai eu du mal à l'assumer, on va dire, parce que c'est quand même je tire un trait sur pas mal d'années de ma vie, presque 10 ans, même un peu plus. Mais Léa n'en retire que du bon. À l'âge de 14 ans, elle participe aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Innsbruck. Il s'agit là de la première apparition du saut à ski féminin au sein d'un programme olympique. Une expérience dont elle tire une grande fierté. Construire un petit peu l'histoire du saut à ski féminin, ça rend quand même un petit peu fière, quoi. Moi, quand je suis rentrée sur le circuit, on n'avait pas de Coupe du Monde, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de budget. Et en fait, le sport a vraiment évolué jusqu'à aller aux Jeux, et maintenant sauter sur des grands tremplins, les 120 mètres, même peut-être bientôt sur les vols à ski. Donc c'est beau. Si tirer un trait sur sa carrière n'était pas une décision facile, Léa a pu compter sur un soutien sans faille de ses proches, notamment celui de Clara, son amie d'enfance, qui l'a vue évoluer. Elle est partie aux Jeux Olympiques, c'était l'une des plus jeunes. Et nous, on était encore au lycée, donc c'était pas tout à fait la même vie. Et puis, je l'ai vue évoluer jusqu'à après, dans les moments un peu plus difficiles, après, jusqu'à la fin, récemment, et pour sa fin de carrière. Mais la jeune femme n'a pas dit son dernier mot. Elle a repris des études en marketing et communication. Son amie Clara, elle, la verrait bien comme présentatrice sportive. Nous sommes toujours dans le secteur de la régie avec les bureaux de nos techniciens et de notre monsieur météo Thierry Paulme. Bonjour Thierry. Bonjour Victoria. Alors qu'est-ce que tu souhaites à nos téléspectateurs pour cette année 2021 ? Eh ben, on va souhaiter que 2021 soit vraiment, mais vraiment meilleur que 2020. Et ça, je le souhaite vraiment de tout cœur pour tout le monde. Merci beaucoup Thierry, on te retrouve avec la météo, on espère qu'on aura une belle météo aussi en 2021. En tout cas, la météo, c'est un élément déterminant pour partir en rando et nul doute qu'Emmanuel Jaude a bien checké tous les éléments avant de partir en montagne, on le retrouve tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle petite idée randonnée au cœur de nos pays de Savoie. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Saint-Jean-de-Sixte pour partir sur la tête du Danais, une petite randonnée familiale qui plaira à tout le monde en cette période de fête et je vous propose tout de suite de découvrir cet itinéraire. Si cette sortie est considérée comme une classique au départ des confins, j'ai choisi une variante un peu moins fréquentée, en me garant au bout de la route de Danais sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Sixte. En suivant le très bon balisage raquette numéro 14, on part donc de 1200 mètres pour une grosse heure et demie de montée. Le chemin est très largement forestier et donc très peu sujet aux avalanches. Il se pratique aisément sans réelle difficulté. Un itinéraire évident mais qui impose toutefois de lever la tête de temps en temps pour ne pas perdre la trace. En une vingtaine de minutes, on arrive donc au premier alpage, nous laissant entrevoir une partie de la récompense sommitale. De ce point, il faut bien prendre à gauche et après une petite pente, on garde encore la gauche quitte à redescendre quelques mètres pour rejoindre la suite de l'itinéraire et le refuge où il est normalement possible de s'arrêter, voire de dormir, moyennant réservation.
À partir de ce repère, restent encore quelques épingles en forêt, englouties en un gros quart d'heure pour arriver sous la fameuse croix du Dannet, synonyme de l'arrivée au point culminant de cette sortie bien agréable. Au sommet, on découvre donc un vrai panorama à 360 degrés, nous offrant une vue imprenable sur la chaîne des Arabies, le massif des Bornes et le nord des Bauges. Voilà, je viens d'arriver au sommet de cette tête à Dannet, 1731 mètres d'altitude. Alors, à l'heure où j'enregistre ce topo, à la veille de Noël, il est encore possible de passer à pied, mais des pots de phoque ou des raquettes seront bien évidemment obligatoires très vite. 700 mètres de dénivelé positif qu'il est bien sûr possible de prolonger en bouclant l'itinéraire via une descente sur le plateau des Confins ou sur le Grand Bornand et un retour en navette. Mais quelle que soit l'alternative choisie, il s'agit bel et bien d'un sommet aussi accessible qu'inoubliable. Et c'est la fin de ce dernier journal de l'année pour nous sur 8 Mont Blanc. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr la météo et puis le dernier épisode de notre panorama consacré à la SPA de Savoie. Du fond du cœur, nous vous souhaitons une très belle année 2021 et un très joyeux Noël. Prenez soin de vous et à très vite sur 8 Mont Blanc.